Bonjour à tous, nous allons commencer avec un petit peu de retard. Buenos días a todos y a todas. Un tout petit peu de retard, mais merci à nos amis espagnols qui sont venus nombreux pour cette journée et qui sont venus en covoiturage, donc ils ont optimisé leur impact carbone. Vamos a empezar con una presentación rápida. Nous allons commencer par une présentation très rapide par Ana Carmen du projet Eneco. Et ensuite, nous attaquerons le sujet qui est la coopération pour aller vers l'écoéconomie. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ana Carmen de CRANA. CRANA, c'est le Centre de ressources environnementales de la Navarre. Et c'est le partenaire coordinateur du projet Eneco 2. Je vous donne la bienvenue à la journée d'aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend? Vous m'entendez bien derrière? Moyennement? Oui, il faut s'approcher davantage du micro. Parfait. Donc, c'est à moi aujourd'hui de vous donner la bienvenue avec Benoît. Et je vais vous donner un petit peu le contexte. Qu'est-ce que nous faisons dans le cadre du projet Eneco 2? Vous êtes tous des entreprises, des acteurs de l'économie, de l'éco-innovation. Vous travaillez, vous collaborez avec le projet Eneco 2. Vous avez même des actions qui ont été financées par l'Europe et par le cofinancement régional dans vos régions respectives dans le cadre du projet Eneco 2. De quoi s'agit-il? L'objectif de Eneco 2, c'est d'encourager et impulser dans vos entreprises la génération d'une nouvelle culture commerciale, une nouvelle manière de faire de l'écoéconomie en intégrant des aspects sociaux, environnementaux, afin d'être capables ensemble de respecter tous ces aspects et de les intégrer de manière stratégique dans vos entreprises afin de pouvoir mettre en place une nouvelle culture. Vous êtes à la pointe, vous êtes innovants, vous êtes des entreprises, des acteurs de l'écoéconomie et vous avez fait un pas de l'avant dans quelque chose qui n'est pas exigé ou requis par les réglementations. Vous êtes allé au-delà des exigences du marché. Vous souhaitez devenir des acteurs compétitifs et compétents d'une autre manière. C'est ce que prétend encourager Eneco 2, à savoir cette nouvelle culture de l'écoéconomie avec différentes actions. Et Eneco 2 finance différents types d'outils, d'aides différentes afin que vous puissiez aller de l'avant. Un des objectifs des partenaires, et ici vous allez voir la composition de différents réseaux nationaux correspondant aux différentes régions qui sont partenaires dans le cadre de ce projet. Aujourd'hui, les hôtes, c'est APESA d'Aquitaine, la Chambre de commerce de Midi-Pyrénées. Nous avons aussi la Fondation Écologie et Développement d'Aragon, l'Agence de développement économique de La Rioja et en Navarre, deux acteurs, l'association des entrepreneurs de Estella et CRANA, qui est le chef de file du projet, c'est moi-même. Chacune de ces régions, des 5 régions qui ont 6 partenaires, et grâce à votre présence, d'un côté les entreprises, normalement des PME, PMI, et d'autre part les acteurs, ensemble, nous générons petit à petit ces réseaux. Voilà le réseau écoéconomie d'Aquitaine. Voilà un exemple. Nous allons voir comment chacune de ces régions va mettre en place ces réseaux et a sa propre identification. Mais les 5 régions ensemble, nous allons petit à petit, nous allons tisser un réseau unique que nous allons appeler réseau transfrontalier de l'écoéconomie et de l'éco-innovation constitué par toutes les régions partenaires. Voilà le logo que nous vous proposons pour notre réseau Pyrénéos, pour le réseau ECO, R-ECO. Aujourd'hui, c'est le premier moment présentiel du réseau. C'est la première fois que nous nous
voyons. En venant dans le bus, je vous disais que c'est très, très émouvant pour nous qui travaillons dans ce projet parce que je regarde Benoît parce que ça fait déjà depuis un moment qu'on a commencé à travailler, en 2005. Ici, c'est le 3e projet et c'était très fructueux. C'était un grand défi pour nous. Pouvoir vous faire venir, vous, les entreprises, et faire venir aussi les techniciens du projet et avoir des journées techniques dans le but d'explorer différentes possibilités, les opportunités de l'écoéconomie dans le cadre de la collaboration. Voilà le leitmotiv de notre journée technique et Benoît va mieux l'expliquer que moi. Aujourd'hui, c'est la première journée présentielle. Nous sommes là, nous pouvons nous toucher, nous parler, interagir, échanger, mettre un visage sur les noms. Et ensuite, nous avons un réseau virtuel, une vie en ligne qui, en permanence, est active dans le projet et qui, à partir d'aujourd'hui, nous allons encourager de manière particulière. Lorsqu'on se voit, il y a une impulsion immédiate de la vie virtuelle en ligne. Au fond, nous avons nos collègues Anne-Sophie et Amaya qui se mobilisent du côté français et du côté espagnol dans le cadre des réseaux sociaux. Vous avez des connexions afin de tweeter. Cette journée va être enregistrée sur vidéo, toutes les interventions, les exposés, afin d'avoir une édition de micro-vidéo que vous allez pouvoir utiliser dans vos réseaux sociaux, dans vos sites web et dans vos supports. La journée va être dynamisée et animée dans les réseaux sociaux en direct. Si vous souhaitez participer, faites-le. On vous en encourage. Dans un an, en novembre 2014, à Logroño, nos collègues de ADER, de La Rioja, seront les hôtes de la journée. Nous aurons donc la réunion finale. C'est un séminaire final transfrontalier de ce projet, où nous allons baptiser ce réseau transfrontalier. Et nous irons en bus ou en covoiturage. Depuis les régions partenaires, nous irons à Logroño et nous partagerons là-bas lors d'une journée spéciale. C'est un moment historique, un événement pour nous, ceux qui avons commencé à travailler longtemps dans ces projets. Nous aimerions vous remercier du fond du cœur. On est très émus de vous voir tous ici. Et nous allons beaucoup apprendre. Nous allons apprendre ensemble, les uns des autres. Nous allons tirer d'énormes enseignements et beaucoup de possibilités de coopération. Dans un an, ça sera encore mieux. Donc, passez une très bonne journée et mettons-nous la main à la pâte. Gracias, Ana Carmen. Esta jornada es especial. Non, je vais parler en français parce que je suis français. Je vais parler. Cette journée est spéciale parce que, effectivement, c'est la concrétisation d'un travail de longue haleine. Et puis, elle est un peu spéciale parce qu'on va vous faire travailler de manière différente. On a l'habitude de journées où il y a une série de présentations et on écoute. Là, c'est ce que l'on va faire ce matin, mais on va la faire de manière beaucoup plus intense que d'habitude, puisqu'il y a 15 entreprises qui vont présenter. Donc, il y a 17 présentations successives. Donc, j'ai été très directif avec tout le monde et j'ai demandé une diapositive. Bon, on verra qu'on essaiera de s'ajuster parce qu'il y a des gens qui m'avaient amené un tout petit peu plus qu'une diapositive. Mais on va essayer d'être très précis, très direct pour parler de ce sujet de la collaboration, moteur de l'écoéconomie. Donc, je vais faire une petite présentation d'abord sur l'écoéconomie, donc rappeler tous les travaux que nous avons faits ensemble et les grandes idées, et puis le schéma global que nous avons développé. Stéphane, qui animera aussi l'après-midi, nous parlera de la collaboration. Alors pour l'écoéconomie, si vous êtes intéressé, il y a un livre sur l'écoéconomie qui est sorti il y a quelques mois, et sur la collaboration, Stéphane aussi a écrit un livre sur la collaboration, en français malheureusement, mais qui peut éventuellement vous intéresser. Et puis ensuite, à travers le schéma que nous avons identifié, il y a un petit problème technique, allez, voilà, non, ça va bien. À travers le schéma que nous allons vous présenter, on va essayer de prendre tous les exemples de toutes les sociétés qui viennent des différentes régions
et illustrer à travers ces exemples, illustrer les différents modes de coopération qu'on peut avoir pour aller vers l'éco-économie. Alors je le dirai plusieurs fois, mais je vais le dire déjà une première fois, je m'excuse par avance auprès des gens qui auraient envie de parler de beaucoup de choses de leur entreprise. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites sur chaque entreprise. Je leur ai demandé de prendre un angle d'attaque, un point focal, parce qu'effectivement, en 5 minutes, on ne peut pas tout dire. Vous aurez cet après-midi, pendant l'heure du déjeuner, plus de temps de débattre, de discuter, d'échanger. Là, il faut vraiment être très, très concret. Alors, je vais démarrer tout de suite. Je ne vais pas trop vite pour ces dames. Ah non, alors ça, il y a un truc qui ne va pas. Hop, comment on fait ça? À gauche. Non, arrêtez le diaporama. Branchez pas en charge. Attends, qu'est-ce que tu fais? Branchez pas en charge, mais ça m'inquiète un peu. C'est bon? Tu arrives là, tu passes la suivante? Non? Non. Alors. Ok. Non? Ouh là là, qu'est passé? Non, non, il est pas. Il y a un petit problème technique. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est la suite? Voilà, ok. J'appuie que sur la gauche. Voilà. Merci. Alors, premier élément, donc éco-économie. Quand on parle d'éco-économie, de quoi on parle? On parle d'une économie plus soutenable. Je rappelle que le terme éco-économie a été utilisé il y a maintenant plus de 10 ans par Lester Brown, que certains connaissent comme étant un des principaux animateurs écologistes aux États-Unis, puisque ça fait quand même 30 ans qu'il travaille sur le sujet. Et cette éco-économie fait référence au développement durable. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement durable? Il y a beaucoup de définitions. Moi, je vais vous en donner une très simple. Le développement durable, c'est d'arriver à faire un développement humain dans un monde fini. Et en quelques minutes, je vais essayer de vous illustrer ce point-là. Je rappelle que c'est en 1931 que Paul Valéry, qui était un écrivain et poète français, a dit « Le temps du monde fini commence ». Alors, je vais essayer de faire que ça marche. Oui, c'est bien. Donc, le temps du monde fini, c'est quoi? C'est un monde dans lequel le changement climatique est en train de devenir un phénomène majeur. C'est un monde dans lequel on est à la fin de l'économie pétrole. C'est un monde dans lequel on a la raréfaction des ressources naturelles, une certaine disparition de la biodiversité et en plus une croissance démographique qui a tendance à envahir la planète. Et puis, un monde plus humain, c'est la réduction des inégalités et de la qualité des vies des hommes. Hop. Alors, voyons voir. Là. Premier élément, donc le changement climatique, je ne vous en parlerai pas, puisqu'effectivement, vous avez peut-être tous entendu parler du rapport du GIEC ou de IPCC en anglais, qui vient de sortir et qui nous a dit que le changement climatique continuait. Je vais juste parler du pétrole. Hop là, qu'est-ce qu'il fait? Ça ne marche pas très bien. Non. Hop, où est-ce qu'il va? Bon, alors mon schéma n'est pas très bon. Parce qu'il est noir sur noir, ça ne se voit pas très bien. Juste pour dire qu'effectivement, l'histoire du pétrole, c'est un temps relativement court dans l'histoire de l'humanité. En gros, 200 ans d'utilisation de pétrole. Et quand on regarde à partir de l'invention de l'agriculture jusqu'à beaucoup plus tard, et espérons que l'espèce humaine sera sur Terre pendant encore beaucoup plus tard, l'histoire du pétrole, c'est un petit barre noire là au milieu qui représente tout juste 200 ans. Rappelons-nous que l'homme est sur la Terre depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors la raréfaction des ressources, ça c'est l'évolution de la consommation mondiale de ressources en métaux.
Et quand on se dit que le monde est fini et qu'on voit l'accélération à laquelle on consomme les ressources et qu'on regarde le sujet en détail, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de ressources métalliques dont on a 20, 30, 40 années de réserve, et puis après, il n'y aura plus rien. Donc aujourd'hui, la raréfaction des ressources, c'est aussi le fait que, pour ceux qui utilisent des métaux, le cuivre a doublé de prix en l'espace de quelques années, et la plupart des métaux sont en train de monter au point de vue prix. Hop. La disparition de la biodiversité. La diversité, c'est la vie. La diversité, c'est le fait que dans ce réservoir de diversité, on peut trouver des solutions pour les espèces pour s'adapter. Et aujourd'hui, l'homme est en train de détruire la diversité à une vitesse beaucoup, beaucoup plus importante que toutes les extinctions que l'on a pu rencontrer. Et voir disparaître cette biodiversité, c'est aussi voir disparaître des ressources importantes pour notre vie. Il faut retenir que les écosystèmes aujourd'hui, que ce soit à travers la nourriture qu'ils nous produisent, à travers les services de régulation qu'ils nous produisent ou à travers les services culturels qu'ils nous produisent, aujourd'hui ont une valeur, quand on la chiffre, une valeur qui est égale au PIB mondial. Donc effectivement, le monde de demain, c'est un monde avec un changement climatique qui nous force à réduire le CO2, une fin d'économie pétrole prévisible à l'horizon de 20-30 ans où il faudra se déshabituer du pétrole, une raréfaction des ressources naturelles qui fait qu'on va voir augmenter le prix, on va avoir des luttes pour ces ressources naturelles, une disparition de la biodiversité qu'il faut arrêter parce que sinon on va avoir des gros problèmes parce que la nature ne sera plus capable de nous produire les ressources dont on a besoin. Et en plus, une croissance démographique qui est en train de se calmer, mais qui nous amènera probablement à 9 milliards de personnes d'ici 2050. Et en plus, on est dans une situation où on a quelques inégalités, une qualité de vie qui est très disparate. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste vous présenter deux images. La première image, c'est la suivante. Quand il n'y a plus de neige dans les Pyrénées, bon, espérons que cette année, il y en aura un petit peu, mais quand il n'y a plus de neige dans les Pyrénées, on peut aller skier à Dubaï. Dubaï, 40 degrés à l'ombre, à l'extérieur, moins 1 degré à l'intérieur. Bon, ça fait réfléchir. Et quand on met ça de l'autre côté en disant qu'entre 150 et 200 millions de personnes devront quitter leur lieu de vie pour des raisons climatiques d'ici 2050, et le dernier rapport du GIEC est encore plus alarmiste que ça, puisqu'il parle plutôt de 300 millions de personnes parce que la montée des eaux va arriver et parce que des sécheresses vont arriver, on se dit qu'il y a un petit problème qu'il va falloir régler de rééquilibrage de notre monde. Alors ça, c'était le contexte. Si je vais à l'entreprise de manière très concrète, l'entreprise engagée dans l'éco-économie, c'est quoi? C'est une entreprise d'abord qui innove. Il va falloir beaucoup d'innovation, il va falloir beaucoup réfléchir pour trouver des nouvelles solutions, pour d'abord repenser sa raison d'être et sa finalité, ensuite repenser ses produits et ses process en fonction de ce que nous souhaitons pour le futur. Parce que finalement, c'est pas tellement... Alors c'est ce qu'on souhaite pour nos générations, pour nos enfants, mais c'est ce qu'on souhaite, c'est un futur souhaitable, c'est pas simplement des injonctions de dire il faut réduire le CO2. On sait que s'il y a trop de CO2, le futur, notre futur ou le futur de nos enfants sera pas très vivable. Alors repenser sa raison d'être et sa finalité, ça peut paraître un peu philosophique, mais je pense que c'est fondamental de se poser la question à quoi sert l'entreprise. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier, pas mal de gens le connaissent, c'est Patagonia. Patagonia, leur objectif est fabriquer les meilleurs produits sans dommages inutiles et utiliser notre entreprise pour inspirer et mettre en œuvre des solutions à la crise environnementale. Aujourd'hui, Patagonia affiche clairement « Nous voulons vous vendre moins de produits. Nous allons vous vendre des produits que l'on réparera s'ils sont abîmés, que l'on vous aidera à échanger si vous ne voulez pas les utiliser,
Et si jamais, en fin de vie, vous voulez nous les rendre, on va les réutiliser pour faire des nouveaux produits. Un autre exemple, un peu plus controversé, parce qu'effectivement, tout n'est pas parfait chez Danone. Danone, la mission, ce n'est pas de donner à manger aux gens, c'est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et quand on regarde les chiffres de Danone, on s'aperçoit qu'ils sont à 60% aujourd'hui dans des pays en développement, au point de vue donc le plus grand nombre, et qu'ils développent des business models au Bangladesh et dans d'autres régions, tout à fait innovants pour apporter des solutions qui sont à la fois de la nourriture et de la santé. Hop là, j'étais un peu trop vite, non ? Précédent. Bon, tant pis. Alors un autre exemple, est-ce que je peux revenir en arrière? Comment on fait ça? Tu veux me revenir? Voilà. Non, là, en arrière. En arrière. Oui, juste un exemple donc qui est Steelcase. Steelcase qui fabrique du mobilier. Aujourd'hui, Steelcase affiche qu'il aide les entreprises et leurs employés à travailler plus efficacement et plus confortablement. Ça ne veut pas forcément dire vendre plus de mobilier, plus de matière, mais vendre des solutions. Et on voit apparaître des choses que certains d'entre vous connaissent qui s'appellent l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on vend une fonctionnalité, non plus un service. Et puis j'aime bien celle-ci. Alors Blacher Illumination, c'est une petite entreprise qui fait des illuminations de Noël. On va rentrer dans la période de Noël, donc on va mettre dans nos villes des illuminations. On pourrait se dire, dans une période où l'énergie coûte cher, où le CO2 est important, on pourrait se dire on pourrait enlever nos illuminations. Eux, ils disent, nous, on sait fabriquer des illuminations, mais ce qu'on a décidé, c'est de ne pas subir, d'inventer, de créer, de construire des solutions, de devenir acteur du changement dans le domaine qui nous est familier, pour eux, c'est l'illumination, et pour avoir des actions qui ont un impact significatif. Et très concrètement, pourquoi il va aussi vite que ça? J'appuie trop vite. Hop, excuse-moi, je vais faire. Non, avant. Hop. Ah oui, on ne peut pas revenir. Voilà. Juste pour montrer qu'effectivement, en 2008, donc il y a déjà 5 ans, ils ont pu proposer aux Champs-Élysées, les Champs-Élysées, peut-être certains savent que c'est à Paris, c'est la grande avenue de Paris, pour décorer les Champs-Élysées, ils ont réduit de 70% la facture énergétique en utilisant des LED. Alors aujourd'hui, maintenant, tout le monde utilise des LED un peu dans toutes les villes, mais ça montre qu'effectivement, une société peut en permanence innover à partir du moment où elle s'est donné un cap, on veut toujours faire mieux. Alors, hop, je vais essayer de ne pas être... Donc une entreprise innovante qui repense sa raison d'être et sa finalité, et ensuite qui repense ses process et ses produits. Et là, je vais rentrer dans le travail que nous avons fait tous ensemble avec le groupe d'Eneco, avec tous les partenaires d'Eneco, DOS, c'est de réfléchir en disant qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Finalement, une entreprise, c'est des entrants, des sortants, qui utilisent des ressources et qui génèrent des impacts. Alors, dans ces entrants, on va trouver des matières, des matériels, des équipements, des sous-ensembles, de l'énergie. Dans les sortants, on va trouver des produits ou des services. Dans les ressources, on va trouver des ressources humaines, des ressources financières, donc des investisseurs, et puis des ressources que représentent les pouvoirs publics. Et dans les impacts, il y aura les impacts sur la santé humaine, il y aura les impacts sur l'environnement, qui sont parfois liés, et puis il y aura l'impact sociétal, et on sait bien qu'effectivement, toute entreprise a un impact sociétal, on aura des exemples tout à l'heure. Et donc, à partir de toute cette analyse, on peut regarder tout ce que peut faire l'entreprise pour aller vers l'écoéconomie. Alors attention, vous allez voir, hop, plein de verres apparaître, qui sont effectivement, et je ne vais pas les regarder en détail, toutes ces actions. Donc on voit achat responsable, éco-innovation, politique environnementale, parce que l'objectif de notre deuxième partie de la matinée va être d'illustrer tous ces exemples-là
par vos cas d'entreprise qui vont être présentés. Donc à ce stade, je vais donner la parole à Stéphane, hein, puisque je vous ai présenté en très très schématique ce que c'est que l'éco-économie, et Stéphane va vous présenter ce que c'est que le co. Bonjour donc, pour les Français. Moi, je vais très rapidement, je me présente, je m'appelle Stéphane Rio. Je vais animer un petit peu le reste de la journée et surtout l'après-midi, où on va expérimenter le co. Donc la co-construction, la coopération, la collaboration. On va mettre du co et on va mettre du cœur au co. Le corazón, ça marche aussi. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a un terreau fertile à ce co dans nos vies. Benoît en a parlé en disant que on est tous connectés. Non, Anna Maria l'a dit. On est tous connectés et vous avez un réseau de connexion, d'interconnexion. On est tous concernés par les enjeux du monde, par la situation actuelle dans la planète, et on est tous en crise. Qu'on se le dise, c'est la crise. Et il faut trouver ce qu'on appelle en français le système D. Je ne sais pas bien comment on traduit ça en espagnol. En tout cas, il faut trouver des solutions ingénieuses, faire appel à notre génie. Et pour sortir de la crise, il faut vivre de solidarité, il faut vivre d'échanges et de solutions alternatives. Donc je vais vous en parler de manière plus précise. Donc on rentre dans une période qu'on appelle la co-révolution. C'est vraiment ce à quoi nous sommes attendus. Et c'est tout l'objet de Enecodos, de contribuer à cette révolution du coopératif, du collaboratif et de vous faire tous travailler ensemble. Quelques exemples très concrets de cette co-révolution, de ce co dans nos vies. C'est la consommation collaborative. Vous avez probablement entendu parler de ça. Vous êtes venus en covoiturage. Bon, certes, vous avez partagé un bus. Mais qui pratique le covoiturage déjà assez régulièrement parmi vous? D'accord. Ah, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Si, quand même. Hein. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a différentes solutions de collaboration dans nos vies. Je vais vous les présenter très vite. Je vais faire très très court parce qu'il y a plein de présentations. D'accord. Vous connaissez peut-être une grande partie de ces acteurs maintenant. Vous pouvez, à travers Internet, à travers même vos ordinateurs, vos téléphones portables, vos mobiles, être en connexion, en interconnexion et en capacité d'être en interdépendance les uns envers les autres, d'avoir accès à un produit ou à un service. Bref, vous êtes potentiellement, vous, fournisseurs de produits ou de services, fournisseurs d'accès à un produit ou à un service. Ce que je veux dire, c'est que la logique dans laquelle on rentre maintenant, c'est qu'on n'est plus dans une logique de la propriété, mais dans une logique de l'accès et dans une logique de l'usage. On n'a plus besoin d'un produit, on a surtout besoin d'avoir accès à son usage plutôt que de le posséder, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Donc ça, ce sont des exemples de business model, de sites internet qui proposent de partager. Par exemple, vous pouvez partager votre machine à laver. Mesdames, vous pouvez partager votre mari s'il est bricoleur pour qu'il donne des coups de main ailleurs. Vous pouvez partager vos repas, vous pouvez partager votre voiture, vous pouvez partager votre appartement, votre maison. Bref, on est dans cette sorte d'économie du partage, cette économie du co. Et c'est aussi un espace de création de valeur important dans la société. Il y a aussi cette notion de co-élaboration. Vous connaissez probablement peut-être My Major Company. C'est des artistes qui créent une collectivité, un collectif pour financer des produits d'artistes d'art notamment, etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce co, il s'exprime aussi dans la notion de crowdfunding. C'est la notion de financement participatif. Et il y a énormément de possibilités maintenant d'avoir accès à cette solidarité sur un territoire, sur une communauté, pour financer de manière collaborative un projet ou des projets. Okay ? Un autre sujet de co qui peut être intéressant, c'est le troc, tout simplement. À travers Internet, à travers le 2.0, à travers la toile, à travers votre téléphone ou les applications de troc, le troc revient à nouveau au goût du jour. Et ce qu'on observe maintenant beaucoup, c'est des échanges de produits, de services entre particuliers avec des applications comme celle-ci,
mais aussi entre entreprises. Donc je vous invite déjà, parce que vous êtes aussi des entrepreneurs, à intégrer ça dans votre logique. Le troc peut aussi se passer entre entreprises. On peut échanger des produits, des services, avoir accès de manière mutualisée à des outils, à des services, à des territoires, etc., etc. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a aussi tout simplement cette logique de la cohabitation. Je ne vais pas vraiment rentrer trop dans le détail ici parce que ça ne vous intéresse pas vraiment. On va se limiter aux entrepreneurs. Ah oui, pardon, autant. Et cela va être représenté juste après. Attends, dans la chaise. Non. Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. Non. Touche à rien. Voilà. Il y a une autre logique aussi de ce co, qui est la collaboration entre le monde de l'entreprise et le monde de la société civile. Ce que je veux dire, c'est que ça peut paraître difficile à intégrer, mais quand on a des démarches d'amélioration de nos pratiques environnementales ou sociales, de plus en plus, on observe que des entreprises avec une logique profit ont tendance à, ou en tout cas commencent à collaborer avec des acteurs du non-profit. D'accord ? Donc on passe d'une logique où on était sous forme affrontement, boycott de la part de la société civile contre ces méchantes entreprises du capital, du grand capital, d'accord ? Et de plus en plus, on voit apparaître, heureusement, des collaborations intelligentes, de manière générale, on l'espère la plupart du temps, win-win, entre des acteurs marchands et des acteurs non marchands. Là, vous avez quelques exemples de partenariats, je pourrais développer plus tard. Ce que je veux dire, c'est que c'est des logiques qui sont difficiles à intégrer dans une logique compétitive, capitalistique, mais c'est en cours, c'est en train de se développer de manière majeure, notamment dans les entreprises multinationales. Mais il y aura aussi des exemples qui seront partagés parmi vous, parmi les 17 business cases. Je ne vais pas développer ça. Juste pour vous dire aussi que cette logique d'Internet, du 2.0, fait que maintenant, vous pouvez avoir accès à la connaissance. On est dans une économie maintenant du savoir, une économie de la connaissance, où on peut avoir accès à tout à travers la toile. Maintenant, vous avez des communautés qui se mettent en ligne et qui partagent ensemble de manière co-créative, collaborative, et qui peuvent créer des choses. D'accord ? C'est la notion de crowdsourcing. Je ne sais pas si vous connaissez cette voiture, Wikispeed. Cette voiture a été créée par une communauté de 50 geeks, des ingénieurs, des fous, qui ont inventé une voiture et qui coûte à peu près 1/8 du prix du développement et de prix de vente d'une voiture normale, classique. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que maintenant, la notion de création, le making, se fait aussi de manière alternative, pas nécessairement sans avoir besoin de passer par les entreprises classiques. Et donc cette logique-là, il y a des entreprises qui commencent aussi à l'intégrer. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises sont en train de réinventer la manière dont elles font leur marketing et la manière dont elles créent de la valeur pour leurs clients. Avant, on imaginait un produit, un service, et on le met en vente à travers de la communication, du marketing, etc. Maintenant, avec cette co-révolution, ce changement des mentalités, on va faire appel à la communauté des clients pour co-créer avec eux. On va rentrer dans une notion de design de service, de design thinking. On va imaginer la vie qui va avec le produit qu'on veut vendre. D'accord ? Donc il y a des entreprises maintenant qui sont en train de créer des plateformes collaboratives pour créer avec leurs clients ou leurs cibles ou leurs partenaires les produits, les services de demain. Plein d'exemples. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour rentrer dans les exemples, mais je vous les expliquerai si besoin plus tard. Juste pour vous indiquer qu'il y a cette logique du co en ce moment qui est dans l'air. Un exemple ici, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Castorama en Espagne, le Roi Merlin. Vous connaissez le Roi Merlin, d'accord. C'est de la distribution de produits, de bricolage, d'accord. Et en fait, depuis maintenant, ce sont des distributeurs qui vendent des produits, mais qui animent aussi une communauté de gens qui vont échanger des services entre eux. C'est-à-dire, vous achetez
une perceuse, vous l'achetez dans ces magasins-là, et vous pouvez aussi rentrer en contact avec des gens qui vont utiliser cette perceuse pour percer le trou chez vous. Vous voyez la logique? Donc c'est cette notion de collaboration, c'est d'autres formes de services qui sont en train d'émerger, au-delà de juste le business, le commercial, la distribution. Je ne sais pas si je suis clair. Et ça se passe beaucoup comme ça. Un autre exemple, Ikea. Quand vous achetez un meuble Ikea, c'est bien pratique de l'avoir, c'est juste beaucoup moins pratique de le monter après. Et donc il y a des communautés qui se créent, qui sont menées aussi et portées par Ikea aussi, pour créer des services complémentaires en mode collaboratif. Cette logique collaborative, c'est un autre sujet là, elle s'intègre aussi pour des entreprises concurrentes. Ça, c'est un vrai sujet en ce moment. C'est faire que des entreprises qui ont un enjeu, même si elles sont concurrentes sur les marchés, vont collaborer ensemble pour trouver des solutions techniques innovantes et notamment co-créer ensemble des solutions durables pour répondre à leurs enjeux de développement durable. Un exemple, CarTouch, c'est un rassemblement de tous les producteurs d'imprimantes et qui partagent tout le circuit de récupération des cartouches en fin de vie. D'accord ? Autre exemple, un partenariat avec Xerox et Canon qui font du partage de gestion du parc des télécopieurs partout dans le monde, c'est-à-dire que des ingénieurs Canon peuvent aller réparer du Xerox, etc. etc. C'est des exemples de coopétition. Ah, il m'en manquait un, non ? Il m'en manquait un, c'est pas grave. Il y a donc bien sûr la coopération, et c'est là votre sujet aujourd'hui, c'est la coopération sur les territoires, c'est-à-dire comment on va créer de la coopération entre différents acteurs pour créer cette idée de coopération, de création de valeur sur un territoire, cette notion d'écologie industrielle, d'écologie circulaire, d'économie circulaire sur un territoire. J'y viendrai plus tard. Et puis cette logique, tout simplement, collaborative, elle impacte aussi l'organisation. C'est-à-dire que maintenant, les entreprises doivent réfléchir à fonctionner en mode collaboratif. C'est-à-dire dans nos têtes, on est tous des générations X ici, donc d'un certain âge, et on a une pensée pyramidale, c'est-à-dire on pense en mode le supérieur à l'autre, la hiérarchie, les fiches de poste, etc. Il y a d'autres générations qui arrivent qui sont très connectées, très interdépendantes, et qui ont un mode de fonctionnement collaboratif, partagé. Et ça, c'est des logiques complètement nouvelles à intégrer dans votre réflexion au niveau même d'un territoire ou dans l'organisation même. Voilà quelques exemples. Voilà, donc passer en intelligence collective, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. On va créer toute cette capacité que nous pouvons avoir ici de créer l'intelligence collective. Nous sommes tous ici en possibilité de créer de la valeur ensemble, et c'est ça qu'on va faire toute l'après-midi. Et donc imaginer d'autres modes de création de valeur entre nous pour répondre à la question qui nous rassemble. Je vous la rappelle, comment on va pouvoir créer ensemble de meilleures conditions de collaboration pour accélérer cette écoéconomie sur le territoire que nous partageons. Voilà, c'est parti.